Bonjour à toutes et à tous, je suis Pablo Buznik-Bourjac, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen et je participe donc à une recherche, la recherche Action EDI-Covid, dont plusieurs interventions sont extraites au sein de ce colloque. La présentation, elle se centre plus spécifiquement sur la dimension méthodologique liée à la coopération entre chercheurs et praticiens. Et mon objectif, ce sera de réfléchir avec vous à la question de la prise en compte du sujet dans cette coopération et aussi, d'une certaine manière, à mettre en question la rencontre entre deux paradigmes, celui des ingénieries coopératives au sein de la TACD et celui d'une clinique du sujet didactique au sein de la didactique clinique. La formation se fait en trois temps. D'abord, présenter l'ingénierie qui sert de support à notre travail. Ensuite, mettre en question les symétries et les surplombs qui sont notamment mis en réflexion dans les deux paradigmes. Et puis, essayer d'apporter peut-être une forme d'originalité un peu en réfléchissant à la question de la prise en compte du sujet dans cette coopération. Alors d'abord, présentation de l'ingénierie. On est en INSPE, mention 4, parcours ouverture professionnelle, où des enseignants viennent pour s'ouvrir professionnellement, se développer professionnellement par la pratique de recherche. Plus spécifiquement, le domaine de savoir, c'est la formation à et par la recherche, donc c'est la pratique de recherche, le domaine de savoir. Et on est dans un séminaire 100% distanciel qui est organisé sur la forme d'ateliers, de petits ateliers de présentation des travaux de recherche ou de manière collaborative des M1, des M2, des formateurs, des formatrices, des enseignants, des chercheurs, essaient d'avancer ensemble sur des questions de recherche. Ce qui signe un petit peu l'ingénierie, c'est les espaces collaboratifs en fait, qui ont été impulsés par Jules. Jules, c'est le formateur au cœur du dispositif, et j'en ai ici distingué trois. Un lié à l'ergonomie des présentations et des rotations, puisqu'il y a une ergonomie extrêmement minutieuse, millimétrée plutôt, où en fait les présentants ont déjà mis leur résumé, et en fait les écoutants, si on peut les appeler comme ça, ont déjà choisi, donc chacun sait où c'est qu'il va aller et comment l'organisation générale de la journée va fonctionner, c'est extrêmement précis. Un deuxième ensemble qui renvoie des espaces d'échange collaboratifs avec des documents donc ouverts pendant les présentations et après les présentations, où les participants vont pouvoir repérer les cas théoriques mobilisés, les concepts mis en jeu, les méthodologies, puis faire des remarques et des conseils sur le fond et sur la forme pour avancer sur les objets, les questions de recherche qui sont mises en place. Donc tout le monde, M1, M2, formateur, formatrice, enseignant, chercheur, va contribuer dans ces documents. Et puis un autre ensemble qui est plus personnel quand même, c'est les espaces, en fait, avant et après le séminaire, les étudiants vont rendre compte de leur temps vécu d'apprentissage. Ça nous a vraiment importé dans cette ingénierie. C'est une réflexion sur, en fait, quels sont les moments et avec quelle intensité affective il y a eu apprentissage tout au long, mais tout au long, vu qu'on est dans de la synchrone, tout le temps, en fait, vis-à-vis de la pratique de recherche, que ce soit en écrivant le résumé, mais ou en lisant quelque chose, en discutant avec un collègue, voire un ami, en regardant la télé. Essayer d'aller saisir vraiment le temps vécu d'apprentissage de la pratique de recherche. Un petit exemple, donc Jules, il est en haut au milieu. Lui, donc, il ouvre les espaces d'échange, il organise toute l'ergonomie, et puis ensuite, il participe aux échanges comme n'importe quel participant, hein, comme les M1, les chercheurs, les formateurs, les enseignants, les enseignantes. Ils participent de la même manière que tout le monde. Mais il y a peut-être une certaine ambivalence que je voudrais souligner et qui permet peut-être de saisir un peu l'enjeu de la prise en compte du sujet. Diviser en groupes. Apparaît une Un fenêtre avec petit les salles. extrait Il suffit d'aller sur la salle. qui peut D'ailleurs, vous nous pouvez le amener à faire y dès à réfléchir. présent. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour la deuxième. Je vois pas diviser en groupe. Non, il n'y est plus le division. Non, il y est pas. Il faut Non. que Julien le remette. Tu dois l'enlever. Calmez-vous. Ça y est, il est remis. Mais ils nous manipulent comme des marionnettes, c'est pas du tout possible. Je savais que ça allait me retomber dessus. Ça. Allez travailler dans une autre salle. Laissez les gens sérieux faire des choses. Tiens. Voilà, ce que je voulais mettre en avant ici, c'est cette ambivalence fort conviviale quand même, hein, où en fait chacune va être distribué dans des petits espaces relativement intimes et confortables pour échanger collectivement avec une certaine forme, voire une forme assez appuyée d'horizontalité, mais évidemment quand même, Jules joue ici le maître du dispositif, bien sûr. Maintenant, réfléchissons sur les symétries et les surplombs qui peuvent être mis en jeu dans ce genre de réflexion.
D'abord, je ne reviens pas ici sur le fond éthique, mais donc le principe de symétrie est fondamental dans les ingénieries coopératives. Nous, on l'envisage en termes de surplomb, avec 3 types de surplombs sur lesquels on essaie de travailler. Le surplomb de la demande, hein, qui demande à ce qu'il recherche et qui en fait problématise l'enjeu, l'objet de la recherche. Ensuite, le surplomb de la possession du savoir, qui possède et qui produit le savoir, qui analyse les données finalement. Et puis le surplomb du dernier mot, qui tranche dans les interprétations, et puis qui met le point final et qui signe en fait la publication de la recherche. Je vais juste prendre l'exemple du surplomb de la demande. Donc l'idée en fait, elle peut sembler simple en fait dans une logique coopérative. L'idée c'est de problématiser ensemble. Mais peut-être le petit décalage qu'on propose nous, c'est qu'en fait l'idée c'est pas d'envisager, de viser un enjeu de savoir et puis de construire ensemble la manière dont on va créer un dispositif pour le transmettre. L'idée, c'est d'essayer de reconstruire le savoir à partir en fait de l'expérience du sujet au cœur du dispositif. En considérant que finalement, ce que veut vraiment transmettre le sujet formateur ici, Jules, n'est pas comme ça préécrit et on aurait juste le rôle d'essayer de l'accompagner pour le transmettre ensemble. Donc c'est au travers d'entretiens déjà là où on revient sur son expérience de la pratique de recherche pour voir qu'est-ce qu'il veut vraiment transmettre et comment on peut s'y prendre. Ça nous donne une problématique, la suivante: comment l'information à et par la recherche peut-elle être optimisée dans une visée de transformation du rapport au pouvoir inhérent à la pratique de recherche par l'intermédiaire des pratiques collaboratives distancielles. Donc l'enjeu de savoir, l'enjeu de rapport au savoir, même d'une certaine manière, c'est la question d'une transformation du rapport au pouvoir qui, selon Jules, et puis finalement certains d'entre nous aussi, on pourra y revenir, est intrinsèque à la pratique de recherche. Et maintenant, je vais essayer d'apporter une petite réflexion sur la question de la prise en compte du sujet. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre en plus ou de différemment sur la coopération? Pour le dire très vite, bon, il y a un fond éthique qui est peut-être un petit peu différent qu'on pourra mettre en discussion, mais sinon la question c'est surtout de prendre en compte les demandes et les transferts dans la coopération, en postulant que de toute façon il y a toujours dans les situations interhumaines des demandes de reconnaissance, demandes de connaissance, demandes d'amour aussi, et qu'il faut le prendre en compte pour comprendre ce qui se passe. Et puis qu'il y a des transferts, c'est-à-dire que chacun arrive aussi avec des traces de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu. Le cas de Jules, je m'arrêterai ici donc sur quelques demandes et transferts qui permettent de mieux comprendre les choses. D'abord, saisir que ces demandes sont toujours adressées, mais aussi pour soi, contextualisées et ambivalentes. Pourquoi Jules s'implique dans la recherche? Donc c'est au travers d'autres entretiens qu'on a accès à ça. Il me le dit en fait tout simplement pour faire plaisir à maman. Qui c'est maman? Maman, en fait, c'est une enseignante-chercheur qui est au cœur du dispositif, qui travaille avec nous, mais qui était aussi sa formatrice quand il était étudiant dans ce master-là, et qui est aussi au cœur de la recherche EDI-Covid. Donc on voit que déjà, il y a une sensibilité relativement singulière. Mais c'est aussi pour soi. C'est pour montrer que ça marche bien. Et donc c'est narcissisant. Parce qu'en fait, l'étincelle de l'ingénierie en place, elle émerge, vous allez voir, dans le contexte suivant. L'année où j'arrive à temps plein sur mon poste, donc de formateur, M et P, donc M c'est maman, P c'est un collègue, allez appelons-le papa, ont laissé une place libre, ils sont partis au Québec pour communiquer, donc les souris dansent. L'étincelle de Sainte-Ingénierie, en fait, elle vient à un moment où ceux qui tenaient le master sont plus là, et du coup, il prend l'initiative, alors pour faire plaisir à maman, mais peut-être aussi pour s'en émanciper, de créer ce dispositif collaboratif avec des petites salles réparties où chacun se distribue. Et cette demande, elle est aussi relativement ambivalente, c'est quelque chose qui nous a assez interpellés. Quand il se présente, Jules explique que je possède le master au PMSPI. C'est vrai que lui, il le dit dans le sens, en tout cas au niveau conscient, je suis titulaire de ce master quand j'étais étudiant, puisque j'ai été étudiant. Et nous, c'est vrai qu'on était plusieurs à l'entendre comme étant, je le possède, j'en suis le maître de ce master-là. Donc il y a aussi cette tension-là entre faire plaisir à maman et puis en même temps s'en émanciper. Et ça s'inscrit dans un transfert assez intéressant, où il explique, en tant qu'étudiant, oui, j'avais mal vécu le frontal, pas infantilisant, mais humainement pas satisfaisant, considérant qu'en fait, ces grandes séances plénières de séminaire étaient infantilisantes et le ramenaient à une position qu'il ne souhaitait pas revivre, qui est la suivante. D'abord, quand il était prof de PS, un peu comme un gamin pas à l'aise en danse contemporaine, tu vas pas le faire danser direct devant tout le monde. Tu fais d'abord des petits groupes. Et qui s'inscrit dans une expérience peut-être un peu plus forte affectivement, sa volonté, c'est de reconquérir un sentiment de légitimité, puisqu'à un moment difficile, des choses qui ont beaucoup appuyé sur la légitimité institutionnelle. En fait, pour le dire vite, à un moment, l'IPR, l'Académie est partie, lui il était responsable de la formation continue, et on ne l'a jamais rappelé. Et il explique, ils ont tiré la chasse,
le prof de PS a été assassiné. Donc il y a une volonté de reconquérir un sentiment de légitimité et qui se finalise finalement dans cette ingénierie pour redevenir ou devenir un marqueur dans la formation visant la rébellion, être entendu et reconnu, la rébellion, où on trouvera peut-être la forme d'émancipation par rapport à maman. Là, pour conclure, l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que l'action conjointe, pas plus que le sujet, ne préexiste à la rencontre, ils doivent toujours être reconstruits et que dans ces dispositifs coopératifs où on prête une attention au sujet, ces dispositifs deviennent finalement des espaces de subjectivation qui permettent, selon nous, d'une certaine manière, l'avènement du sujet. Je vous remercie.